Bon, on est sept. On va commencer. De toute façon, les autres sont libres de nous rejoindre en route. Alors, aujourd'hui, il y a deux thèmes. Il y a mécanique et puis dynamique des fluides. Euh, vous avez déjà fait pas mal de mécanique. Donc, moi, ce que je propose, vous me dites si ça vous va, mais c'est qu'on s'attarde plutôt sur la mécanique des fluides, parce que c'est le seul TD que vous avez là-dessus. Et puis, normalement, ça devrait nous occuper une bonne partie du temps. Et puis, dans le temps qui nous reste, ensuite, on pourra voir les révisions de mécanique. Et puis, alors les exos d'approfondissement, je préfère vous tranquilliser par rapport à ça. Le dernier, c'est de la démonstration, donc c'est pas vraiment l'esprit des questions d'examen. Le dernier, la démonstration de l'équation de Bernoulli. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Je pense pas d'ailleurs qu'on le traitera. Après, pour les exos d'approfondissement de méca, je trouve que ils sont pas mal, ils permettent de comprendre. Après, vous inquiétez pas en termes c'est plus important de les comprendre plutôt que de les savoir les faire en temps limité. Ce serait pas vraiment pertinent de les faire en temps limité, ces exos. Voilà. Donc, avant qu'on commence les exos de dynamique des fluides, est-ce qu'il y en a qui ont des questions brûlantes sur, je sais pas, des trucs qu'ils ont envie qu'on voit tout de suite? C'est pas exactement par rapport à un exercice, mais est-ce que les exercices qu'ils nous donnent, ils sont similaires à ceux d'examen ou pas? Ouais, je pense que les exos 1 à 8, ouais, ils sont assez similaires. Ouais. Donc, voilà, enfin, disons, à part le fait que parfois il met des K' à 5 propositions, genre ça, en vrai, à l'examen, il la transformerait pour une A, tu vois. Mais sinon, dans la difficulté, pour les exos vraiment QCM, je trouve qu'on s'en rapproche assez bien. Sachant que, un autre truc, à l'examen, moi, j'avais trouvé, il y a moins de calculs, c'est plus du qualitatif. Donc, tu vois, euh, au lieu de te dire l'énergie cinétique vaut autant, il te dira peut-être si on double la vitesse, on double l'énergie cinétique, tu vois, ce qui est faux. Mais un peu plus dans cet esprit-là, je dirais. Ok. Les gens ont été un peu surpris par ça, d'ailleurs. Enfin, chaque année, c'est un peu le cas. Voilà. Donc, du coup, alors un 2 3 4 je pense qu'on va y revenir dans un second temps. Je voulais juste qu'on se focalise un peu plus sur la méca flux dans un premier temps. Alors, ce premier exo sur les ballons qu'on gonfle à des pressions différentes, est-ce que ça a posé problème? Est-ce qu'il y a des questions sur celui-ci en particulier avant qu'on commence? Oui, moi j'ai une question. Ouais, dis-moi. C'était pour le point A, Mhm. parce qu'il me semble que dans le corrigé, euh, il faut que Ouais. dans le corrigé, ils ont mis que la réponse était en newton par mètre carré et après il fallait convertir ça en atmosphère. Euh, Ah ouais, alors attention, attends, il faut juste que je branche ma tablette. Du coup, Ah, je sais pas trop à quoi ça correspond. ok, alors attends, j'ai juste branché ma tablette. Voilà, parfait. Alors tu dis, dans le corrigé, c'est en newton par mètre carré, c'est-à-dire en fait, c'est en pascal. Ah, Hein. c'est la même chose. Ouais, le pascal, par définition, c'est l'unité de pression standard. Donc c'est une force par unité de surface. Donc le pascal, c'est du newton par mètre carré. Mais du coup, Après, ouais. là, c'est pas le même résultat en... Ah bah En si. Pascal qu'en ATM. Ouais, alors c'est sûr que si à chaque fois on devrait dire que la pression au niveau de la mer, c'est ça de Pascal, c'est un petit peu encombrant. Donc ça, D'accord, on a, ok. déc- on a décidé de l'appeler un ATM, une atmosphère. Voilà. Ok, d'accord. Bah... Et puis ça, il y a dans le formulaire, non? Un pascal Ouais, en atmosphère. alors
c'est effectivement présent tout à la fin dans les données. Ok, super. Après, moi, je conseille de savoir qu'un ATM, c'est à peu près avec 5 zéros derrière, 10 puissance 5 Pascal, et puis que c'est aussi égal à 760 ou 750, comme vous voulez, millimètres de mercure. Disons que on peut toujours aller chercher les chiffres exacts dans le formulaire, mais ça, je trouve que ça vaut quand même le coup d'être retenu. Ok. D'autant plus qu'en SMB, après, quand vous allez voir le système cardiovasculaire, parfois on vous donne les pressions intraveineuses en kilopascal ou parfois en millimètres de mercure. Ouais. Bon, je trouve du coup c'est une petite unité quand même en médecine qui vaut le coup d'être retenue, les millimètres de mercure. Et puis, du coup, les bars, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Alors le bar, en gros, tu peux dire que c'est comme une ATM, à peu près. À peu près. Je dis parce que tu sais, il y a toujours ces questions de est-ce qu'on prend. Alors voilà, en gros, pour faire simple, un bar à peu près égal un ATM. Pourquoi à peu près et pas exactement égal? Parce que la définition de l'ATM, elle est vraiment basée sur la hauteur de la colonne d'air qui règne au niveau de la mer. Et Mhm. du coup, ça, il se trouve que ça fait à peu près, je sais plus, 100 000, 30, enfin, tu vois, il y a des chiffres derrière. C'est pas exactement 10 puissance 5, tu vois. Ouais. C'est une définition un peu météorologique, on pourrait dire, quoi. Alors que le bar, c'est l'unité des ingénieurs. Et eux, ils ont pas envie de s'embêter avec ça. Donc, en fait, ils disent que c'est tout simplement 10 puissance 5 Pascal. Le bar, c'est rigoureusement égal à 10 puissance 5 Pascal. Alors que l'ATM, c'est avec des chiffres un peu différents. Tu vois, ce serait par exemple Ah, ouais. 1,0, voilà, fois 10 puissance 5. Mais honnêtement, pour faire les exos, tu peux considérer que c'est les mêmes choses. Ok, donc, ouais, ok. Ça marche, merci. Voilà. Euh, D'ailleurs, dans l'énoncé, euh, moi, je trouve qu'on aurait dû dire qu'on gonfle le ballon A jusqu'à 3 bars. J'aurais plutôt dit ça. Parce qu'en fait, les bars, souvent, c'est ce qu'on voit sur les. Si vous gonflez quelque chose, vous avez un indicateur, si vous allez faire la pression des pneus, par exemple, à la station-service. Et là, ça sera noté en barre. Parce qu'en fait, typiquement, euh, là, si ça relie mon ballon. Ouais, ça sera noté en barre, parce que le bar, on l'utilise souvent pour les pressions de jauge. C'est-à-dire pour les mesures. D'accord? Donc là, je pense qu'on aurait pu dire, au lieu de 3 ETM, 3 bars, ça aurait levé l'ambiguïté. Mais bon, dans l'énoncé, il vous disait quand même que ça, c'était la pression voilà, de jauge, comme l'indique notre jauge de pression. Donc ça veut dire que euh, on parle ici du delta P, P1 moins P0 égale, 3 ATM, voilà, et pas juste de P1. D'accord? C'est la différence entre la pression de jauge et la pression absolue. D'accord? Si on prend par exemple, pour enfoncer le clou là-dessus, le ballon B, alors votre ballon B, le ballon B, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on le laisse dégonfler. Donc en gros, si vous prenez un ballon qui est complètement dégonflé, quelle est la pression absolue dans le ballon? Pression absolue. 100 325 Pascal, non? Ah, dans le Ouais. ballon, il n'y a rien, mais elle subit une atmosphère. Alors, justement, attention, quand on dit qu'on laisse le ballon dégonfler, qu'on n'injecte rien dedans, en fait, si tu veux, tu as la même densité Ouais, qu'à d'air. l'extérieur. Voilà. Donc, dans l'absolu, si tu as À un l'extérieur, ATM, il y aura une atmosphère à l'intérieur aussi. voilà. Et c'est pour ça que tu n'as aucune force, parce que, enfin, c'est pour ça qu'il est tout floppy, ton ballon, c'est que tu as, t'as la même force au-dessus, dedans, et c'est pour ça qu'il paraît dégonflé. Mais attention, en absolu, j'ai quand même un ATM. C'est la pression de jauge, la différence entre les deux qui vaut zéro. Mm. Si j'avais une pression absolue de 0
à l'intérieur du ballon, ça ressemblerait à quoi? L'espace, Comment? enfin, ça serait vide, non? Ouais, S'il y avait alors, vraiment 0 pascal à l'intérieur, ça serait ouais, vide. c'est exactement ce qu'on fait quand on met des aliments sous vide, en fait. On aspire tout l'air. Donc, il ne faut pas confondre un ballon dans lequel on n'a pas mis d'air, dans lequel on n'a pas ajouté d'air, et puis un sac de congélation sous vide. C'est pas la même chose. Et ce qui fait la différence, c'est la pression absolue. OK? Et du coup, si on amenait ce ballon en haut d'une montagne, il prendrait un peu de volume, non? Vu qu'il y a moins de Exactement. pression en haut. Ah ouais, alors ça, c'est la proposition C, hein. Donc voilà, c'est fausse ici. Effectivement, ce ballon, il augmenterait. C'est d'ailleurs que vous avez sûrement souvent fait l'expérience si vous êtes allé un peu en montagne en général, vu que ça coûte cher en station, on achète les yaourts à la Coop ou à la Migros en ville, et puis ensuite on va en montagne. Ben là, vous voyez que les yaourts, hop, ils ont gonflé. Voilà, c'est la même chose qui arrive à ce ballon, à ce ballon B. Exactement pareil. Donc, vous voyez, il n'y avait même pas besoin de faire de la physique pour répondre à la C. Il suffisait d'avoir recours à votre bon sens et à vos souvenirs. Mais on l'explique facilement par le fait que vu que alors, la pression extérieure est plus petite, hein, elle va être petite comme ça. Il y aura une diminution quand je passe de là à là. Quand je suis en montagne, et ça, c'est facile de s'en convaincre parce que quand je suis en montagne, la colonne d'air que je subis, c'est juste ça. Alors que quand je suis en fond de vallée, pardon, en plaine, je subis tout ça. Donc, je vous rappelle que la pression exercée par une colonne d'air, c'est la densité de l'air, ρ fois g fois la hauteur de la colonne. C'est sûr que si j'ai une colonne d'air plus grande, hein, ce qui est le cas en plaine, la pression sera supérieure quand je suis en plaine par rapport à ce qui est le cas en montagne. Donc là, mine de rien, je pense qu'on a répondu quasiment indirectement à toutes les questions. Si c'est pas, alors à part la D qui est le cas de l'eau, mais ouais, je vais y revenir la D. Pour la A, B, C, est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés ou alors est-ce qu'on peut considérer que c'est fait? Oui, j'avais juste une question. Mhm. Pourquoi justement au sommet, il diminue parce qu'on vient de voir qu'il gonfle comme un paquet de chips dans un avion. Oui, oui. Alors en fait, si tu veux, ce qu'il y a à l'intérieur du ballon, la pression absolue à l'intérieur du ballon, une fois que tu as fermé la valve, elle bouge pas. Donc ce qui change, c'est la pression environnante. D'accord? Donc si la pression environnante est plus faible, alors que la force qui est à l'intérieur est la même, eh ben ça gonfle. Si tu Mhm. veux, imagine l'extérieur qui exerce une résistance contre la pression interne du ballon. Oui. Si la pression extérieure oppose moins de résistance, ça va laisser de la marge pour que le ballon se gonfle. Mais alors pourquoi on dit qu'il a diminué et pas augmenté? La taille du ballon, du Ah, coup, elle a augmenté, non? ouais, elle a augmenté, la C est fausse, ouais. Ah, ok. Justement, je croyais que c'était la C qui était juste. Ok, c'est bon. Ah non, non, non. Alors là, on a une caprime, hein. Donc tout peut être faux, tout peut être juste, hein. J'ai pas répondu Ah, je à ne toutes les comprenais pas pourquoi questions, elle hein. était juste. Très bien, c'est Ouais, bon. non, non, désolé. En fait, je fais pas les questions exactement enfin, je réponds pas systématiquement A, B, C, D parce que ça, vous l'avez dans la correction, si c'est vrai ou faux. Mhm. J'essaie juste enfin, de vous expliquer un peu des trucs par rapport à ces propositions. À moins que peut-être que vous, sauf si c'est sûr, si vous les avez pas cherchées, peut-être que vous préférez que je fasse dans l'ordre alors. Non, 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 c'est très bien. Mais je comprenais pas Non? pourquoi elle était vraie, mais c'est bon, j'ai compris. Ah oui, non, non, effectivement, c'est sûr, elle est fausse. Ouais. Merci Non. beaucoup. Ok. Bon, alors là, évidemment, au niveau de la mer, la pression absolue est différente de la pression de jauge pour chaque ballon. Bah, ça, c'est toujours le cas. La pression de jauge et la pression absolue, elle est toujours différente puisqu'il faut ajouter la pression environnante. Excusez-moi, j'ai juste une question. J'ai Ouais. pas bien compris, la pression de jauge, ça correspondait à quoi? La pression de jauge, en fait, c'est égal à la pression à l'intérieur du ballon moins la pression à l'extérieur. Ok. Voilà. Du coup, la pression absolue, pourquoi on dit que c'est la pression de l'atmosphère plus celle de jauge?
dans le correctif. Du coup, en fait, la pression qui règne à l'intérieur du ballon, si tu fais passer ça à l'autre côté de l'équation, c'est la pression de jauge plus la pression extérieure, la pression de l'environnement. Ah, ok. D'accord. Voilà. Donc, la pression intérieure, c'est la pression intérieure en l'absolu. Ok, merci. Voilà. La B, la différence de pression, il fallait faire, du coup, la différence, c'est la différence entre ces deux colonnes d'air. Donc, ça va être ρ, G, H, avec H, la différence de hauteur. Alors, bien sûr, il faut tout prendre dans les unités standards. Donc, ça va être 1,2 pour ρ fois 9,81 pour G. Et puis H, on est à combien de mètres? 2000 mètres. Voilà. Donc, ça vous donnait en pascal. Voilà, donc, grosso modo, ça va être 24 000. Hein. Comme ça, tête, ça fait à peu près 24 000 pascal. Vu que si je veux mettre en ATM ou en bar, on a dit qu'on doit décaler la virgule de 5 rangs, on est bien sur du 0,24. Donc, a priori, elle devrait être juste celle-ci, non? Je crois qu'elle est juste. Ouais. Ouais, ok. Aussi, j'ai une question. Je doute Ouais. qu'ils risquent de mettre ça dans l'examen, mais s'ils nous avaient donné une hauteur qui était vraiment beaucoup plus haute, vu que j'échange, est-ce qu'on aurait dû la calculer ou c'est vraiment pas un truc qui nous concerne et Oh non, jamais. Jamais, tu aurais fait ça. Ok, d'accord. Non, les seuls cas où j'échange, c'est si tu me parles de satellites qui sont dans l'espace, mais à l'échelle de la Terre, la variation de G est très petite. Ça. Même les gens qui disent que, tu sais, que tu peux ressentir les variations de G entre quand tu es sur l'Everest ou pas, moi, j'y crois pas, parce que 8 km sur 6400, c'est peanuts. Tu vois. Enfin, la hauteur de l'Everest, c'est 8 km. Le rayon de la Terre, on est dans l'ordre de 6000 km. Donc, tu vois, très, très petit, la différence de gravité. Ce qui change, par contre, ce qui est sûr, ce qui change, c'est la densité de l'air. Ça, il n'y a pas photo. La densité de l'air, la différence, elle est drastique. Donc, c'est surtout là-dessus. Oui, non, bien sûr. Pas confondre les deux. Tu as les deux effets. Différence de gravité vraiment minime. Par contre, différence de densité de l'air extrême, puisque quand tu arrives en fait, les montagnes qui montent à 8000 mètres, sachant que la plupart des molécules d'air, elles s'arrêtent en fait à peu près à 10 000 mètres. Donc, si vous voulez, à 8000 mètres, vous avez quasiment plus d'air. Vous avez quasiment plus d'air en fait au-dessus de vous. La colonne d'air, elle devient très très petite. Vous voyez, c'est ça. Donc, la pression est minime. Et c'est ça qui a un impact sur les performances sportives. Bon, après, il y a aussi le fait, ça vous allez le voir dans la locomotion en SMB, il y a le fait que aussi, vu que la densité est plus faible en altitude, ceux qui veulent faire du cyclisme, des records en cyclisme, ils préfèrent les faire à une altitude quand même un petit peu haute pour avoir moins de résistance au frottement, vu qu'il y a moins de densité, mais pas trop haute non plus, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent conserver une oxygénation correcte, quoi. Bon, à part ça, il nous reste juste l'AD, 20 mètres sous l'eau. Alors bon, un truc qu'on peut retenir, c'est que autant dans l'air, on perd, enfin, une ATM, ça correspond à 10 000 mètres. Hein. Ce que je disais, c'est que la colonne d'air, elle mesure 10 000 mètres de haut, 10 km. Autant dans l'eau, vu que l'eau a une densité 1000 fois supérieure à l'air, on va prendre un ATM ou un bar, comme vous voulez, tous les 10 mètres seulement. Vous voyez, la différence, on va gagner un ATM beaucoup plus rapidement. Il suffit de descendre de 10 mètres. D'accord? Donc, c'est pour ça que si vous mettez votre sphère à 20 mètres sous l'eau, ouais, ça vaut le coup peut-être de le préciser. Dans votre sphère A, au début, vous avez 3 ATM ou 3 bars, moi je préfère dire, de pression de jauge. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes, euh, vu que vous êtes à 1 ATM à l'extérieur et que votre pression de jauge est de 3 bars, 3 ATM, ici, en vrai, il y a 4 ATM. D'accord?
Comme ça, la différence fait bien 3. Après, vous montez en altitude. On a dit, je perds 0,24 ATM. Donc, en gros, toujours 4 ATM ici, sauf qu'ici, j'ai plus un ATM, j'ai 0,8. Allez, à peu près 0,8 ATM. Okay. Ensuite, vous restez à 2000 mètres, mais vous descendez sous l'eau. Et vous descendez de 20 mètres. Donc, vous avez fait 2 fois 10 mètres. On a dit qu'on perdait à peu près un ATM tous les 10 mètres sous l'eau, contrairement à ce qui se passe dans l'air. Du coup, ça veut dire que là, pour le coup, ma pression sera plus 0,8, mais je dois rajouter 2 ATM. Du coup, ça sera 2,8 ATM quand je suis à 20 mètres sous l'eau par rapport à un lac d'altitude, bien sûr, qui se trouverait à 2000 mètres. Donc, vous voyez, je fais le changement opère 2 fois là. Juste, tu as écrit, une fois, tu as écrit un ATM est égal à 10 000 mètres, et à côté, tu as écrit un ATM est égal à 10 mètres. Ouais, alors ça, c'est un ATM tous les 10 mètres, c'est dans l'eau. Un ATM tous les 10 000 Ah, c'est mètres. dans l'eau, ok. Ouais. C'est un peu. pas. C'est des ordres de grandeur qu'on peut avoir à l'idée, ça. Je trouve que c'est assez utile. Un ATM tous les 10 mètres. Surtout si vous voulez faire de la médecine de plongée, peut-être. Je ne sais pas si ça en intéresse certains. Mais voilà. Donc voilà. Donc là, on arrive à 2,8 ATM à l'extérieur et 4 ATM à l'intérieur. Du coup, la surpression, ce sera 4 moins 2,8, ce sera 1,2. Ce sera, oui, ça, 1,2. Bon, voilà pour cet exercice. Alors, c'est expliqué pourquoi la D était fausse. Hein. Il n'y avait pas du tout 6 ATM. Alors, si on passe à la question suivante, ça nous fait quelle heure là? Ouais, on a passé un peu trop de temps sur celle-ci. Ouais, alors celle-ci, est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés? Pas dans la correction, mais peut-être dans la réalisation? Oui. Ouais. Alors, Ouais. aussi, ouais. Ok. Alors ça, c'est marrant parce que c'est souvent quelque chose qui pose une difficulté dans toutes les matières. Je pourrais vous poser la même question en chimie si je vous dis, que l'atome d'azote, on considère qu'il a une masse molaire de 14,3, alors qu'il est présent sous forme d'azote 15 et d'azote 14. Et je vous demande, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un exemple que vous avez déjà eu en chimie, quelle est la proportion X d'azote 14? Voilà. C'est la même chose là. En gros, ce qu'on vous demande, c'est une règle de proportionnalité. C'est-à-dire que vous avez un tonneau qui est composé, on vous dit, vous laissez un petit peu d'air. Voilà. Donc, masse volumique négligeable. Hein, et puis de bière, masse volumique 1,2. Voilà. Et vous faites ça parce que comme ça, vous avez l'espoir que, en moyenne, ça soit équivalent à avoir une masse volumique de 1. Parce que si vous mettez un tonneau de masse volumique 1 dans de l'eau, eh ben, ça correspond à la limite dans laquelle il va flotter. Quoi. Si ρ est plus grand que 1, il va couler. Si ρ est plus petit que 1, il va flotter comme un iceberg. Comment vous savez ça? Enfin, vous déduisez Ah, comment? alors, la masse volumique de l'eau, c'est 1. OK? 1 kg par litre. OK? Ou 1 tonne par mètre cube. C'était pas 1000, quelque chose comme ça? Alors, 1000 kg par mètre cube. Ouais, ok. Ouais. Un mètre cube d'eau, c'est 1 tonne. 1 litre d'eau, c'est 1 kilo. C'est plus facile de retenir peut-être par litre. Moi, je sais que quand je prends une bouteille d'1 litre, ça pèse 1 kilo. Voilà. Donc forcément, un mètre cube, vu qu'il y a 1000 litres, ça fait 1000 kilos, ça fait 1 tonne. Ça aussi, c'est un petit ordre de grandeur, je pense qu'il faudrait retenir. Après, tu me dis comment je déduis ça. Alors, si la masse volumique de l'eau, c'est 1 kilo par litre,
tu es d'accord que si tu prends un liquide qui est plus lourd que l'eau, il va couler. Si tu prends un liquide qui est plus léger que l'eau, comme l'huile par exemple, il va remonter. C'est comme ça que ça se passe. Les choses les plus lourdes descendent, les plus légères montent. Donc ça va être pareil pour ton tonneau. Il faut que sa masse volumique moyenne soit plus petite ou égale à 1 si tu veux qu'il flotte. Sinon, il va couler. Ouais? Ouais. Voilà. Donc en fait, la question A se résume à calculer la masse volumique du tonneau, sachant qu'il a un petit peu d'air et un petit peu de bière. Voilà, donc on a bon espoir qu'on puisse arriver à ρ égale 1, puisque c'est compris entre 0 et 1,2. Donc là, c'est exactement le même problème que pour l'azote. Vous avez en gros votre masse volumique moyenne. Là, j'aurais pu parler de la masse molaire moyenne, mais là, c'est la masse volumique moyenne qui vaut. Je suis désolée, je veux juste t'interrompre. Mhm. Pourquoi c'est rho de la bière, c'est 1,2 alors que c'est 1,2 fois le rho de l'eau? Oui, pardon. Alors, on pourrait dire que c'est 1,2. On pourrait. Fois Alors 1, oui, c'est ça? alors oui, 1,2 fois 1, oui. Ok, d'accord. Alors après, on aurait pu, je suis d'accord, en toute rigueur, on devrait se trimballer le rho eau en disant que chaque fois rho bière, c'est égal à 1,2 fois rho eau. Et tu verras qu'au final, ça se simplifierait. Mais je trouve que là, vu que rho de l'eau, c'est 1, ça aurait été dommage de s'embêter, de s'épargner cette simplification. Voilà. Donc, si je cherche la moyenne, quand vous faites une moyenne des notes, hein, c'est vous prenez le nombre de notes, par exemple, si vous avez le nombre de notes fois cette note, plus le nombre de l'autre note fois la note. Donc là, ce serait en gros le pourcentage d'air fois rho R, plus le pourcentage de bière fois rho bière. C'est une moyenne pondérée, tout simplement. Donc cette formule, vous pouvez l'appliquer enfin, ça s'applique dans tout. C'est-à-dire que là, si vous voulez avoir la masse molaire de l'azote moyenne, je mets comme ça, bah, c'est égal au pourcentage d'azote 14 fois la masse molaire d'un azote 14, c'est 14, plus le pourcentage d'azote 15 fois la masse molaire de l'azote 15 qui vaut 15. Donc voilà, ça c'est la même formule en fait que vous avez vu en chimie. C'est tout simplement comment on fait une moyenne pondérée. Voilà. Alors sauf que là, on ne vous demandait pas de calculer ρ moyenne. Ρ moyenne, on vous le donnait. On vous le donnait. Vous voulez que ça vaille, je ne sais pas comment on dit, 1 à la limite. Hein, parce que on a dit que quand ça valait 1, c'est tout juste ce qu'il faut pour que ça flotte. Par contre, l'inconnu, c'est quoi? L'inconnu, c'est le pourcentage d'air. Donc là, vous remplacez votre pourcentage d'air par X. C'est inconnu. Et du coup, si j'ai X% d'air, bah, en toute logique, enfin, j'ai 1 moins X ou 100 moins X, ça dépend si vous raisonnez en pourcentage ou en décimal. Là, je vais raisonner en décimal, donc je mets 1 moins X. Voilà, donc après, il suffit de résoudre ça. Hein. Vous passez, ça, vous savez faire, vous passez les X d'un côté. Ça me fait 1 égale X fois ρ R. Alors, ρ R, on a dit que ça valait 0, donc d'ailleurs, je peux tout de suite l'enlever. Hein. Ça vaut 0. Du coup, il me reste 1 égale 1 moins X ρ bière. Voilà. 1 égale ρ bière moins X fois le ρ de la bière. Et du coup, si je fais passer ça de l'autre côté, ça me fait X égale ρ bière moins 1 sur le ρ de la bière. Voilà. Donc, pour faire plus simple, 1 moins 1 sur la densité de la bière. Et si vous faites ça, normalement, je l'ai fait tout à l'heure pour vérifier, vous trouvez 0,17. C'est-à-dire que vous pouvez très bien laisser 18, 17, 18, 19% d'air, et puis votre tonneau, il flottera. D'accord? Donc, le minimum de 20%, c'est faux. Alors, c'est pas loin d'être juste, mais c'est faux parce qu'il existe des valeurs inférieures, 18 et 19%, pour lesquelles le tonneau flotte.
Alors, c'est sûr que, bon, je trouve ça un petit peu, tendancieux de mettre ça à 20%, sachant que la valeur était assez proche. Mais bon, si. Là, on voit qu'il y a quand même, c'est un exercice avec des chiffres significatifs quand même on vous en donne plusieurs. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait considérer que c'était faux. Mais bon. Mais exactement, tu penses qu'il va mettre quelque chose un peu ambigu comme ça? Parce qu'en soi, si on arrondit, ça fait quand même 20%. Ouais, si on arrondit à un chiffre significatif, ça fait 1%. Euh, mais ouais. Moi, pareil, je pense pas qu'il mettrait un truc si piégeux. En tout cas, dans une Caprime, parce que le problème, c'est que dans une Caprime, vu que ça peut être plus, moins, plus, moins, plus, moins, enfin, tu vois, c'est dommage parce qu'en fait, tu sélectionnes pas les bons élèves, tu sélectionnes pas les étudiants qui ont compris et limite, enfin, moi, je trouve que c'est bien de dire, si tu avais considéré ça comme juge, j'aurais dit que tu as bien compris la question, tu vois. Euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des questions tendancieuses comme ça, tu as beaucoup de bons élèves qui répondent faux. Et du coup, ça se voit statistiquement. Et ce qu'ils font à l'examen, c'est que les questions, ils font un premier classement, enfin un premier dépouillage des scores. Et ensuite, les questions auxquelles les bons élèves ont répondu faux, ils les comptent pas. Donc, ils sont encore plus favorisés, hein, du coup. Mais donc voilà, si tu veux, ce serait un peu, je pense qu'on serait dans ce cas de figure-là. Voilà. Mais Donc voilà, ça, est-ce que, ouais. excuse-moi, est-ce qu'en examen, on aurait le temps de faire tous ces calculs? Non, je pense qu'en gros, alors bon, ce calcul-là, calculer l'euro, je pense que ça mériterait une question à part entière. Il faut que la question, elle s'arrête là. Je veux dire, là, si on a encore 4 propositions avec des calculs, on n'aura pas le temps, c'est sûr. Mais si tu regardes, je pense que ce calcul-là, si tu le fais, normalement, le calcul de x, qui vaut 17, 0,17, tu peux à peu près le faire en 3 minutes, je pense. C'est sous réserve qu'ils te le remettent, que tu l'aies déjà fait et que du coup tu saches le faire, tu vois. Ok, Et après, si tu regardes, en fait, les 4 autres qui viennent derrière, elles sont très qualitatives. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus de calcul. ok, OK. ouais, merci. Euh, donc, tu vois, il n'y a pas vraiment de calcul. Si on les fait, alors plus tu enfonces le tonneau sous l'eau, plus la pression sous la face inférieure est grande. C'est vrai, puisque la pression qui règne à une certaine donneur, c'est ρg fois la hauteur d'eau. Enfin, plus la pression initiale. Voilà. Mais voilà, donc plus tu es au fond, plus la pression sur la face inférieure est grande. Et d'ailleurs, plus tu descends, plus la pression sur la face supérieure sera grande aussi, hein, puisque voilà. Par contre, il y a un truc qui ne changera pas. En fait, vu que les deux augmentent, finalement, c'est la force totale qu'on appelle la poussée d'Archimède. Elle ne va pas changer parce qu'elle est juste égale au poids du volume de fluide immergé. Donc, si votre tonneau garde le même volume, eh ben, forcément, la force de poussée, ça reste la même. Ça va pas être, ça va pas changer. D'accord? Le seul cas où la poussée d'Archimède peut changer, c'est si vous avez un exercice. Par exemple, si vous avez un plongeur, c'est le cas, quelqu'un qui va descendre en plongée à 50 mètres, son corps, ce cage thoracique, va s'effondrer sous la pression de l'eau. D'ailleurs, ça se ressent. Et puis, vous allez avoir un volume qui est plus petit. Et du coup, votre poussée d'Archimède va être moins grande. Euh, c'est ça qui fait que, par exemple, ça c'est pour l'anecdote, mais si vous avez un apnéiste avec des palmes, en fait, il doit se lester. En fait, il met une ceinture de plomb hein, pour pas être trop flottant. Et en fait, il doit se lester pour une hauteur donnée. Par exemple, il va se lester pour 20 mètres. Pourquoi? Parce que s'il va en dessous de 20 mètres, vu que son corps va s'effondrer sous la pression, la poussée d'Archimède va être plus petite. Et du coup, il va avoir tendance, en dessous de 20 mètres, il va avoir tendance à couler. Par contre, s'il est au-dessus de 20 mètres, vu que la pression d'Archimède, la poussée d'Archimède est grande, il va avoir tendance à flotter. Oui. Et en fait, il n'y a pour une certaine hauteur où il sera neutre. Voilà, donc un exemple de cas où la poussée d'Archimède ne serait pas constante. Il faudrait qu'on ait un volume, un corps déformable. Là, ce n'était pas le cas du tonneau, donc la poussée d'Archimède, c'est toujours la même. Mais pourquoi le tonneau, il serait pas déformable?
Ouais, ça fait partie des hypothèses. Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit noir sur blanc, hein. Je sais pas. Mais en soi, c'est pas encore mou, ça reste du bois. Même si techniquement, ça pourrait facilement s'effondrer avec la Voilà, pression, mais c'est pas. ouais, je suis d'accord que c'est pas écrit noir sur blanc ici, hein, tu as raison. Ça devrait être écrit dans l'énoncé en toute rigueur. Mais effectivement, si on veut l'expliquer, ils l'ont omis parce qu'ils considèrent que c'est du bon sens. Qu'en gros, le tonneau, soit il tient et il garde sa forme, soit il se casse. Mais il va pas pouvoir se déformer. Ok, ok, merci. Si on avait juste laissé le tonneau rempli d'air, est-ce que la force d'Archimède elle serait toujours plus grande le plus on pousse dans l'eau ou pas? Alors, si on écrit la formule de la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède, c'est le poids, donc c'est le poids du volume de fluide déplacé. Moi, je retiens toujours juste ça et après, je réfléchis la formule. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir multiplier par G, hein, la masse du volume de fluide déplacé. Donc, ça va être le rho du fluide fois le volume du tonneau, quoi. Donc, le volume du tonneau, il est ce qu'il est, peu importe ce qu'il contient. Qu'il contienne de l'air, de la bière, tout ça, la poussée d'Archimède, ce sera la même. Mais si tu veux, après, au final, quand tu as ton tonneau, la question, c'est, tu as ta poussée d'Archimède pi, ça vaut toujours la même chose. Euh, Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as quand même le poids total qui, lui, si tu mets de l'air, c'est sûr qu'il va être plus petit. Et du coup, c'est pour ça qu'au bilan, il va remonter ou il va redescendre. Mais du coup, s'il y avait une question d'examen, on devrait dire que au bout d'un moment, est-ce qu'il coulerait ou est-ce qu'il monterait toujours à la surface s'il était rempli d'air? Alors, attends, redis, si quoi? S'il y a plus d'air? Bah, si par exemple, dans le tonneau, on l'avait rempli juste d'air, on est d'accord qu'il flotte, il reste à la surface. Et du coup, si on le pousse, est- est-ce qu'au bout d'un moment, il commencerait à couler si on pousse vraiment super loin, ou est-ce que c'est la poussée d'Archimède, elle l'amènerait toujours à la surface? Elle Alors, l'amènerait toujours à regarde, la surface, oui. si je mets de l'air, on peut dire que ma force, le poids de mon tonneau, il est comme ça, il est tout petit, hein. Par contre, ma poussée Ouais. d'Archimède, c'est toujours comme ça. Donc, c'est sûr Oui, que c'est sûr qu'il va remonter parce que le bilan des forces, ça va vers le haut. oui, oui. Ok. Ouais. Mais parce que vous Ouais. avez parlé de l'apnéiste qui a de l'air à l'intérieur de lui, mais que lui, au Euh, bout d'un moment, il flotte plus, c'est ça. alors, je crois que là, il me semble que la question de Zoé était indépendante de l'apnéiste. Elle disait en gros, elle Mais c'est disait un dans un. peu, c'est un peu un lien. Parce que, Ok. Ouais. enfin, Ah parce que oui. moi, intuitivement, je pensais que si on mettait un objet dans l'eau, plus on l'amenait en profondeur, plus le truc, la poussée d'Archimède voudrait l'amener vers le haut. Enfin, je vois que j'ai tort. Et je voulais savoir si on prenait un objet qui avait un rho plus léger, enfin, qui est plus petit que le rho de l'eau, est-ce que c'était toujours le cas? Ou c'est seulement des choses qui sont plus denses que l'eau, qui au bout d'un moment écoulent, ou qui sont pas Ah ouais. ramenées par la poussée. Ouais. L'archimède. Par exemple, si on prend Ouais. une cloche qu'on renverse et qu'il y a de l'air au bout, est-ce qu'elle va Hmm. toujours Alors en fait, retourner vers la surface? je pense que tu as une conception du phénomène qui n'est pas tout à fait juste dans le sens où la poussée d'Archimède est une force qui est toujours la même, d'accord? Donc Ok, si ton objet il est censé couler quand tu le mets dans l'eau, ah si, je vois ce que tu veux dire, ok. Si ton objet il est censé couler, en fait, si tu veux, quand on parle d'Archimède, on parle d'objets qui sont immergés à la base, hein. Ils doivent être complètement sous l'eau. Donc, si ton objet il est sous l'eau et qu'il coule, c'est-à-dire que le poids est plus grand que la poussée d'Archimède, et ben, quelle que soit la profondeur, il coulera. Ça ne changera ouais, pas. oui, Okay. clairement. Voilà. Euh, et du coup, Mais par opposition. Alors, en fait, toi, je pense que ce que tu avais dans ta tête, le concept que tu utilisais, c'est si je prends un objet que je dois le porter à partir de là, à partir de ma main, alors que si je le mets là, ouais, il va peser moins lourd parce qu'il y a une force Archimède qui va m'aider. Peut-être ça que tu voulais dire.
Mais En là, fait, c'est juste parce que on est d'accord que quand on prend un verre ou une cloche ou un truc et qu'on le met dans l'eau, plus on essaie de le mettre en profondeur, plus c'est dur de le mettre en profondeur. oui, mais en fait, Et du ah coup, non, c'est. non, en fait, si tu veux, tu dis ça parce que toi, quand tu dis plus j'essaie de le mettre en profondeur, toi, tu considères que là, tu vois, genre là, tu l'as mis plus en profondeur. Du coup, c'est sûr que le volume de fluide déplacé, il est plus grand si tu l'as poussé plus, tu vois, là. Oui, Il va être plus grand. Donc, c'est pour ça que la poussée d'Archimède augmente. Mais à partir du moment où le fluide est immergé, le volume de fluide déplacé ne il est change même. plus, Ok, d'accord. tu vois. Mm. Voilà un petit peu pour ces poussées d'Archimède. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus ou si vous voulez qu'on passe à la suite. Bon, dans ce cas, on passe à la suite. Alors, cet exercice, il était assez dur. Enfin, assez dur. Disons qu'il fallait savoir quelle équation utiliser et puis comme ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Bon, déjà, et vous pouviez vous douter d'un truc, c'est que quand vous avez un exercice avec une grande section quelque part et une petite section, quel que soit l'exercice, au bout d'un moment, il va falloir utiliser le fait que, vu que le fluide, enfin, les fluides liquides comme l'eau, etc., sont considérés comme incompressibles, euh, on va utiliser la conservation du débit, hein, c'est-à-dire que vu, vu que ce n'est pas compressible, le débit entrant, QE, c'est le débit sortant, QS. Et vu que le débit, c'est la section de surface, l'air, fois la vitesse, ben voilà, vous avez une relation entre les vitesses en entrée et les vitesses en sortie. Alors là, la vitesse en sortie, pour le coup, elle va par là. Voilà, ça, c'est une première relation que vous avez. D'accord? Donc, si je connais, là, la question, c'était la vitesse en sortie, hein, c'est ça? Ouais. Donc, si je connais la vitesse en entrée, je connais la vitesse en sortie, hein, vu que j'ai le rapport des surfaces ici. Le problème, c'est qu'on ne vous dit pas la vitesse en entrée. Pas de bol. Bon, cette équation, on va la garder sous le coude. Moi, je vous l'ai sorti en premier parce que c'est quand même une des équations qu'on utilise, qui vient tout de suite à l'esprit. C'est quand on cherche des vitesses, on se dit, bah, ça dépend du rapport des surfaces, etc. Et ça suppose de connaître la vitesse en amont, et là, ce n'était pas le cas. Quelle autre équation fait intervenir les vitesses? On vous parle de fluide, euh, fluide parfait, hein, on néglige les frottements. Quelle est l'équation qu'on utilise volontiers pour les fluides quand on néglige les frottements et la viscosité du fluide? C'est l'équation de Bernoulli, hein, c'est celle-ci. Euh, donc moi, j'ai mis le formulaire là. Voilà, celle-là. J'ai une question. Ouais, Parce que moi, j'ai pas tout à fait compris quand on doit utiliser cette équation et à quoi elle sert vraiment. ok. Bah, là, on a typiquement un exercice qui va nous permettre de revoir ça. En gros, tu as deux cas de figure. Soit on te parle d'un fluide qui est assez, enfin, qui est visqueux. Alors ça peut être l'eau aussi, hein. En fait, tout dépend du problème. Mais dans tous les cas, on te dira si oui ou non on néglige la viscosité. Si tu ne peux pas négliger la viscosité, tu es obligé de raisonner en termes de résistance fluide. Si tu veux, tu auras par exemple une pression, une pression en entrée, une pression en sortie. Et puis, euh, et puis en fait, c'est un peu comme l'électricité, si tu veux. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu as fait des exercices avec des résistances où on a delta V qui est égal à R fois I, tu sais, avec l'intensité. Ben, en fait, c'est la même chose. Quand un fluide est visqueux, on considère que c'est un peu comme une résistance. Et on a le delta P, hein, c'est-à-dire P moins PS, qui vaut la résistance fluide, hein, comme on appelle, fois, alors c'est pas l'intensité électrique, bien sûr, là, ça va être le débit. Voilà. Donc, ça, c'est l'équation qui est écrite ici. U égale, enfin, moi je dis U égale RI, mais c'est delta P égale RQ, pareil que ça, hein, où R est donné par cette équation-là. Voilà.
Donc ça, c'est si jamais on te dit que le fluide est visqueux. Si le fluide n'est pas visqueux, tu peux Juste, utiliser… Ouais, puisque ça veut dire frottement, donc c'est ça, hein. ouais, ouais, c'est ça. Visqueux, c'est un fluide, hein, voilà, il y a des frottements. En fait, tous les fluides, dans une certaine mesure, peuvent être considérés comme visqueux. Ça dépend de ce que tu considères. En fait, ce que tu vois, c'est que dans la formule de la résistance, il y a la longueur là qui intervient. Donc, soit tu as un problème qui intervient sur une longueur qui est courte, tu vois, comme ça. Soit tu as un problème, par exemple, si tu veux modéliser le réseau d'eau de la ville de Genève, tu vas avoir des tuyaux qui vont faire des kilomètres, tu vois. Donc là, ta résistance fluide, tu ne pourras plus la négliger, hein, elle va être grande, tu as la longueur. Et là, tu vas considérer ton fluide comme visqueux, si tu veux. Voilà, donc visqueux, c'est frottement. Et puis, plus la longueur du tuyau est long, plus ces frottements vont être importants, puisqu'ils vont s'ajouter tout le long de la longueur. Voilà. Donc là, ce n'était pas le cas. On n'était pas du tout dans ce cas de figure. On était vraiment dans un fluide non visqueux. Et du coup, l'équation qui fait foi, c'est Bernoulli, qui est que la quantité P plus ρGH plus 1 demi de ρV2, c'est constant. Alors, attention. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire égal constant. Parce que ce n'est pas très clair souvent. Ça, interprétez ça comme le fait que le fluide est parfait, il y a une certaine conservation de l'énergie. Voilà, c'est un peu comme vous faisiez en mécanique, mais pour les fluides. C'est un peu comme ça qu'il faut l'interpréter. D'accord? Alors attention, constant, il faut se méfier de cette appellation. C'est-à-dire que, en gros, là et là, ce ne sera pas constant. Pour preuve, vous savez bien qu'ici, la, ce ne sera pas constant. En fait, ce qui est constant, c'est ce qu'il faut rajouter, c'est sur une même ligne de courant. Une ligne de courant, c'est quoi? C'est imaginer que vous mettiez une petite goutte d'encre ici. Vous allez observer en fait que la couleur va être portée le long d'une ligne. Si vous mettez une goutte d'encre rouge ici, à l'inverse, vous allez voir que ça fait comme ça. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle une ligne de courant. D'accord? Et il se trouve que le long de cette ligne de courant, que je sois ici, ici ou ici, la quantité P plus ρGH plus 1 demi de ρV2 va être constante. Okay? De même, si je suis ici, ici, ici ou ici, la quantité le long de la ligne de courant va être constante. Par contre, attention, entre ici et ici, elle peut être différente. Entre ici et ici, elle peut être différente. D'accord? Ça s'applique le long d'une ligne de courant. Bon, ça, à la limite, ça nous concernait peu dans cet exercice, parce que ce qu'on faisait ici, nous, il suffisait de se placer sur une ligne de courant ici, et au bout de la ligne de courant ici. Okay? Et on applique Bernoulli, c'est-à-dire qu'on calcule cette quantité, P plus ρGH plus demi de ρV2, au début de la ligne de courant et à la fin de la ligne de courant. D'accord? Donc, si je le calcule ici, ici, je suis à la pression atmosphérique. Hein. Je vous rappelle qu'il y a, alors ça vaut le coup de le préciser, il y a continuité de la pression hein, de chaque côté du fluide. La pression est quelque chose qui est continu. C'est-à-dire que si je suis à 1 atm ici, ici, je suis à 1 atm aussi. Il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de saut de pression d'un milieu à l'autre. Hein. Donc ici, je suis à 1 atm. Et donc voilà, j'écris, c'est la pression atmosphérique, hein, plus ρGH, donc je suis à cette hauteur-là. Je considère que ça, c'est H égale à 0. Hein. ρGH1, plus 1 demi de ρ. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est la vitesse à la surface, hein, la vitesse d'entrée, on pourrait dire, au carré. Et ça, c'est égal à la même chose qu'en sortie,
Alors en sortie, je suis aussi à P égale à pression atmosphérique. Alors sous réserve, bien sûr, de négliger la différence de pression ici. Si vous êtes la pression atmosphérique, que vous soyez au plancher ou 3 mètres plus haut au plafond, ça sera la même. Hein. On va négliger la différence, bien sûr. Donc je suis aussi à pression atmosphérique. Alors, ρ H2, on a dit que ça valait 0, puisque la hauteur valait 0, plus 1 demi de ρ V, la vitesse en sortie au carré. Voilà. Donc ça, vous pouvez du coup simplifier. Et du coup, ça va vous donner la vitesse de sortie. Hein. Ici, vous pouviez l'isoler. Voilà, ça valait, voilà, il suffit de retourner cette équation. Hein. Et puis vous l'obtenez directement. Ah oui, pardon, non, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire, comment on a VE? VE, je vous rappelle qu'on ne l'avait toujours pas là. Avec l'équation que tu as dit au début, là, Alors ouais, si on est rigoureux, on pourrait remplacer VE par... alors, VE, ça vaudrait VE égale AS sur AE fois VS. C'est le rapport des surfaces. Du coup, ça, on pourrait en toute rigueur l'injecter là. Hein. Mais en fait, ce serait un petit peu s'embêter pour rien. Moi, ce que j'ai envie de faire là, j'ai envie de le barrer là, ce truc. Pourquoi? Parce que regardez, VE, on a dit, c'est égal au rapport des surfaces, hein, AS sur AE fois VS. Que vaut le rapport des surfaces? Donc ça c'est important de voir que le rapport des vitesses, c'est le rapport des surfaces. Okay. Donc là, si je fais le rapport des surfaces, la surface en sortie et la surface en entrée, ça va être quelque chose d'assez énorme parce que la surface en sortie, ça vaut combien? 10, oui, un diamètre de 10 mm. Hein. Donc ça va être pi fois, allez, je laisse tout en millimètres. Ça va être une surface en mètres carrés. Ça va être pi fois 5 au carré. Okay. Alors que la surface en entrée, ça va être pi fois, alors, rayon 1 mètre, donc 1000 mm. Pi fois 1000 au carré. Okay. Donc là, ça va être égal à 25 pi, alors qu'ici, ça va être égal à 1 million de pi. Okay. Donc vous voyez que AE est infiniment plus grande que AS. D'accord? Il n'y a pas de commune mesure entre 1 million et 25. Et vu que VE et VS, le rapport entre VE et VS, c'est le même qu'entre AE et AS, la vitesse en sortie va être pareille, du même ordre de grandeur par rapport à la vitesse en entrée. Hein. Ce sera du rapport 1 million sur 25. Vous voyez? Donc, on peut clairement négliger la vitesse d'entrée. Vous ne le verrez même pas bouger, le niveau, là. Ça, c'est parce que du coup, le rapport AS sur AE, c'est quelque chose d'infiniment petit. Exactement. Si je le détaille, le rapport AS sur AE, du coup, ça va me faire 25 sur 1 million. Tu vois? Donc, voilà, rapport 25 sur 1 million, si tu le fais à la calculette, tu verras qu'on peut considérer que VE est nul. D'accord. OK. Et du coup, ça nous simplifiait grandement la vie parce qu'on se retrouvait avec ρ H1 égale 1 demi de ρ VS carré. Et du coup, vous aviez, alors les ρ se simplifiaient et vous avez juste, du coup, VS qui vaut racine de 2GH. Facile, hein? Plus qu'à faire ça à la calculatrice. Hauteur 3 mètres, 2 fois G fois H, ça fait à peu près racine de 60. C'est ça, hein? Racine de 60, ça fait à peu près 8. Donc 8 mètres par seconde. Ça devait être celle-ci la réponse juste normalement. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans la correction, je n'ai pas regardé, mais ils ont fait cette simplification ou est-ce qu'ils ont injecté Non, ils ont injecté. Ouais, voilà, ça c'est débile. Hein, parce que là, vous perdez du temps. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant de voir que là, VE, on peut le négliger. Il est 100 000 fois plus petit que VS. Donc pourquoi s'embêter avec une équation qui est lourde quand on peut obtenir le même résultat beaucoup plus rapidement, quoi.
Et j'ai encore une question. Mhm. Du coup, si on devait juste définir, enfin, Bernoulli, donc Mhm. l'équation, c'est une constante, mais en gros, ça correspond à quoi? Enfin, c'est le débit, c'est la pression qui est constante, c'est quoi? Ah, pardon. Alors, ce qui est constant, c'est cette quantité qui est constituée de la somme de la pression, d'une variation de hauteur, enfin d'une hauteur, tout simplement, de la hauteur en absolu, et de la vitesse. Tu as une certaine quantité, si tu veux, c'est un package. Et ce package est constant, si tu veux. Bah, bien sûr, tout est dans les mêmes unités, hein, pression, rho GH, et un demi de rho V2, c'est tout du Pascal. Donc, voilà. Et cette quantité, euh, cette somme de trois composants, c'est la même où que tu te trouves le long de la ligne de courant. OK? Ok. Voilà, un peu de la même sorte, de la même façon que tu avais ton énergie mécanique qui était conservée pour un système qui avait pas de frottement. Tu sais, tu avais, par exemple, mgh plus 1 demi de mv carré égale constante tout le long du déplacement Ouais. en méca, en dynamique. Bah, c'est un peu pareil, sauf que là, on est dans un fluide, donc c'est légèrement différent, et ça se traduit par ça. Donc la démonstration de cette équation, c'est le sujet de l'exercice d'approfondissement. Euh, moi, je trouve que c'est peut-être c'est un peu compliqué pour rien, mais enfin non, c'est pas compliqué pour rien. Si vous voulez comprendre, mais c'est pas, disons que c'est au-delà c'est pas du tout l'esprit des questions d'examen. Donc je pense que ça, on peut le retenir comme un take-home message plutôt cette équation de Bernoulli plutôt que de s'évertuer à la démontrer. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Mais comment on sait, enfin, vous avez dit que c'était sur Bernoulli, mais comment on sait que c'est le trait, enfin, que ça suit la ligne? Alors effectivement, c'est pas évident. Alors bon, si tu veux, euh, regarde, toute molécule qui au début était ici, ah, il y a un mécanique qui s'est endormi, toute molécule qui au début était ici se retrouvera à un moment donné ici. On est d'accord? C'est sûr, il va se vider le truc. Ouais. Ah ouais. Donc il existera nécessairement une ligne de courant qui fera ça. Après, la forme exacte, à la limite, on s'en fout. Je veux dire, même si tu savais pas que ça ferait ça c'est un peu à l'intuition, tu vois. Mais même si tu m'avais dit que la ligne de courant, elle faisait ça n'aurait rien changé, puisque tu aurais de toute façon appliqué au début, à la fin, et puis tu aurais obtenu le même résultat, tu vois. Ok, donc ça marche que quand c'est un fluide qui doit aller à un certain endroit. Par exemple, si on met quelque chose dans de l'eau, on ne va pas utiliser Bernoulli. Alors, tu as raison, il faut qu'il y ait continuité d'une ligne de courant. C'est-à-dire que, genre là, imagine que tu prends deux pots d'eau comme ça, qui sont distincts, bah, c'est sûr que tu ne pourras pas l'utiliser là et là. Il faut que c'est vraiment, c'est le fluide qui s'écoule d'un endroit à un autre, effectivement. Et surtout, il faut qu'il soit parfait, il ne faut pas qu'il y ait de frottement et qu'il soit incompressible aussi. Et comment on définit si c'est incompressible ou pas? Alors, euh, en fait, pour faire simple, l'air est compressible et l'eau est incompressible. Si tu sais ça, pour toute la médecine, t'es bon, parce que en médecine, il n'y a que de l'air et de l'eau. Donc, voilà. Mais ça, c'est le fait que l'eau est incompressible, ça peut vous sembler anecdotique, mais en fait, c'est important. En médecine légale, je ne sais pas si ça en intéresse certains, si vous, c'est un petit peu cru, hein, désolé de parler de ça, mais si vous imaginez quelqu'un qui a été victime d'une agression par balle. Vous avez un petit trou ici à cause de la balle. Et du coup, quand la balle rentre dans la boîte crânienne, il y a un petit volume en plus. Mais vu que l'eau est incompressible et que vous avez de l'eau dans votre boîte crânienne, ce volume doit sortir. Et c'est pour ça qu'en fait, ça fait ça fait une explosion. Et c'est derrière qu'il y a un énorme cratère qui n'est pas dû à la balle, qui est dû au fait que l'eau est incompressible et que du coup, ça va éclater le crâne à son endroit le plus fragile. Et ça, vous allez le voir en anatomie. Le crâne, il a des fontanelles, comme ça. C'est-à-dire il a des sutures qui sont ouvertes à la naissance. Hein. Ici, il ne faut jamais presser sur la tête d'un bébé hein, parce que c'est pas encore fermé. Et voilà, donc c'est ici probablement que ça va lâcher, quoi.
Donc, ça a une conséquence du fait que l'eau est incompressible. Si elle était compressible, on n'aurait pas ce problème. Ok, Pourquoi ça merci. ne partirait pas par le trou où la balle a été tirée? Pourquoi? Ah, bah en fait, c'est parce que transitoirement, quand la balle passe par le trou, si tu veux, c'est bouché ici. Si tu veux. Tout ça, c'est bouché. Tu vois. Ah oui, donc elle est... ok, ouais. C'est pendant le passage de la balle que ça se passe. C'est pas quand la balle est au milieu. Ouais. Et du coup, quand on est dans une situation où on peut utiliser Bernoulli, ça veut dire que forcément, euh, on peut utiliser aussi l'équation de continuité. Conservation du débit, tu veux dire? Oui, Oui, bien sûr. Ouais. ok, merci. Moi, j'ai juste une question par rapport au formulaire. Ouais. Parce que sur la photo Attends, juste 2 secondes. Ça me fait penser avec la Oui. question d'avant. L'équation de continuité n'a rien à voir avec le fait que le fluide soit parfait. Elle est juste due au fait que le fluide soit incompressible. Et donc, tu l'utiliseras dans Bernoulli, mais tu l'utiliseras aussi pour, tu sais, tes fluides visqueux avec les résistances. D'accord? Tu D'accord. l'utilises tout le temps en fait, celle-ci. Oui, mais enfin, c'est juste que quand on a Bernoulli, bah, on a forcément ça, vu que c'est incompressible Bernoulli aussi. Voilà, voilà. Et il y avait d'autres questions du coup que j'ai interrompu, c'était. Ouais, moi, c'était juste parce que dans le formulaire, c'est écrit que juste la dernière formule là, euh, pression égale R fois Q carré. Mais dans le cours, on a juste R fois Q. Il n'y a pas le carré. Du Où coup, est-ce est-ce qu'il y a Q que. carré? Enfin, la dernière ligne. Ah oui, oui, alors attention, ça c'est pas P, c'est pas la. Alors P, attends, dans le formulaire, vous n'avez pas le carré? Si, on l'a, mais dans le cours, il n'y a pas. Après, Alors peut-être oui, attention, si on en fait, parle il de la faut faire puissance. attention. Il faut faire attention parce que ça, c'est la puissance. Alors que là, delta P égale RQ, c'est la Ah, pression. ok, ça vient de là. Ouais, donc, et d'ailleurs, je tiens à rappeler, et peut-être que dans le cours, il y a marqué P, c'est important de rappeler que c'est delta P qui vaut RQ parce que cette formule, elle est valable que si vous faites la différence de pression, ça moins ça. OK? Et là, ça vaut R parce que la résistance fluide se calcule sur une certaine longueur. Donc, c'est forcément que vous devez faire une différence de pression entre l'amont et l'aval. OK? Ok, merci. Ça, souvenez-vous bien de ça quand vous faites le système artériel et veineux en SMB, vous aurez le cœur, et puis vous utiliserez delta P égale RQ, sauf que delta P, ça sera la pression artérielle ici, moins la pression veineuse ici, vu que ça fait tout le tour comme ça. Voilà. Bon, au rythme où on va peut-être faire 4 questions si on continue. Mais c'est pas grave, hein. Moi, franchement, moi, ça me dérange pas. C'est comme vous voulez, hein. C'est juste après, je sais pas si ça va à tout le monde, cette manière de fonctionner. Au moins, ce qu'on fait, on les fait bien, quoi. Pour le reste, vous avez la correction de toute façon. Donc, alors voilà. Donc, il y a celui-là. Voilà. Et ça, c'est le dernier des fluides. Donc, ça, si on fait celui-là, on aura couvert à peu près tout ce qui est fluide, puisqu'il nous manque plus qu'à voir les fluides visqueux. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être raisonner en question-réponse? Ça nous permettra d'aller un peu plus vite. S'il y en a qui ont des questions sur celle-là. Moi, juste pour la correction du Mhm. prof, j'ai pas trop compris parce que pour la D, à la fin, il a mis une phrase. Je te la lis. Il a dit Ouais. la perte de charge, donc la perte de pression, dans le tuyau indique qu'il faudra par contre qu'une pompe à l'entrée du tube fournisse l'énergie pour maintenir le débit au cours du temps. Ça, je comprends pas. Ouais. Alors, en fait, cette équation delta P égale RQ, c'est ça qui est important. C'est de voir qu'en fait, si tu veux, ça c'est le cas dans tous les problèmes de physique, il faut voir qu'est-ce qui est constant, euh, voilà, si tu veux, qu'est-ce qui est intrinsèque. Là, il y a quelque chose qui est intrinsèque, c'est la résistance fluide. La résistance fluide, tu as une formule qui dit qu'elle vaut 8 fois eta fois L sur pi R4. Donc ça, si tu regardes bien, ça ne dépend que
de la viscosité de ton fluide, du rayon de la conduite et de la longueur. Donc ça, c'est quelque chose, ça a une valeur déjà. Une fois que tu as fixé ta géométrie de ton problème, c'est une valeur fixée. Okay. Donc ce que ça dit, ensuite, cette équation delta P égale RQ, c'est que si tu veux un débit donné sur cette longueur-là, si tu veux imposer un certain débit, alors tu devras imposer une différence de pression entre là et là. C'est la seule, si tu veux, pour un débit donné, il te faut appliquer une certaine différence de pression. Donc, tu pourras toujours faire passer un fluide à travers cette conduite, seulement le débit qui va y passer va être proportionnel à la différence de pression. Donc, si tu doubles la différence de pression, tu vas doubler le débit. D'accord? Donc, c'est ça qu'il voulait dire par là, c'est-à-dire que le débit qui rentre, c'est égal au débit qui sort, mais il ne faut pas perdre à l'esprit que pour que ce débit, puisse exister avec cette valeur-là, il faut imposer une différence de pression, donc il faut mettre une pompe qui comprime le fluide. Et du coup, là, tu dis ça parce qu'il y a une viscosité ou c'est partout? Enfin, il y a une résistance? Là, je dis ça. Alors, la résistance vient de la viscosité. Tu vois que si jamais la viscosité vaut 0, en fait, ton fluide, il peut couler sans variation de pression. De même que un objet pourrait glisser, tu sais, indéfiniment à vitesse Ouais. constante s'il n'y avait pas de frottement. Mais du coup, dans ce que tu as dessiné, quand tu as mis les deux barres là, euh, Ouais, pour enfin, délimiter le ouais. tuyau, Mhm. ça veut dire que dès que tu sors de ce cadre, de ce rectangle, euh, on n'est plus dans la même viscosité ou... Alors non, la viscosité, elle, c'est toujours la même. Pourquoi j'ai mis cette barre? Parce que dans le calcul de la résistance fluide, tu as la longueur. Donc si tu prends maintenant un tuyau qui est 2 fois plus grand, qui vaut 2 L, qu'il faut ces 2 longueurs-là, bah, la pression que tu vas devoir appliquer entre l'entrée et la sortie va devoir être 2 fois plus grande. Parce Ok. que du coup, ta résistance totale, vu que ça varie en fonction de L, va être 2 fois plus grande. D'accord? Et du coup, dès qu'il y a une résistance, faut forcément appliquer de la pression, genre manuellement, en guillemets. Ouais, c'est sûr. C'est le principe de l'eau courante, hein. Pour avoir un certain débit à votre robinet, à la station centrale, ils sont obligés d'appliquer une pression énorme parce que, avec toute la dissipation qu'il y aura le long de la conduite, s'ils mettent pas une pression énorme en entrée, il y aura plus de pression en sortie. Il y aura plus de débit non plus. Ok. D'ailleurs, une petite remarque, si on écrit les deux équations bout à bout, delta P égale RQ, on a 8 états L sur pi R4 Q. On a le concept de perte de charge qui est le concept de, en fait, la pression. Ici, vous voyez qu'elle diminue. Si je représente la pression, elle diminue le long de la conduite. C'est imagé, hein, bien sûr, ce serait un axe ici. La pression diminue avec la longueur de manière linéaire. Et puis, ce qu'on appelle cette diminution de pression par unité de longueur, hein, c'est-à-dire à chaque mètre, par exemple, vous perdez un bar, on peut imaginer ça. C'est ça qu'on appelle la perte de charge. C'est delta P sur L. Et delta P sur L, bah, vous voyez que ça vaut 8 états sur pi, sur pi. Sur pi R4 fois Q. Voilà. C'est ça qu'on appelle la perte de charge, c'est ce delta P sur L, cette variation de pression par unité de longueur. Okay. Alors, Et du coup, en soi, c'est comme la puissance et le travail, non? La puissance et l'énergie. euh, Enfin,
En gros, c'est la même chose, mais on fait Ouais. juste une différence par rapport au temps ou par rapport à la longueur. Alors, ouais, bonne question par rapport à ça. Le calcul, je vais juste. Ouais. Le calcul de la puissance, en fait, est assez complexe, en vrai. Pourquoi? Euh, D'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention. Je vais répondre à ta question, mais juste d'abord, la A. La A, elle était considérée comme vraie, hein, parce qu'en fait, vous faisiez juste Q égale V fois S. Non, non, elle était fausse, pardon. Non, elle était fausse à cause de l'unité, c'était des centimètres cubes par seconde, c'est ça, en gros. C'était 78,5 centimètres cubes par seconde. Mais en gros, la valeur numérique était correcte si vous faisiez Q égale V fois S. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous Oui. êtes- Ouais, ouais. J'espère que vous n'êtes pas fait piéger par l'unité d'ailleurs. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas dans l'énoncé, c'est qu'est-ce que c'est cette vitesse initiale? Quand vous avez un fluide visqueux, si maintenant, au lieu de représenter P, je représente la vitesse, vous avez vu que vous avez une vitesse maximale au centre de la conduite, et vu que le fluide est visqueux, par définition, ça veut dire que en fait, il adhère aux parois, et puis quand vous êtes au niveau de la paroi, la vitesse est nulle. Donc, quand on vous parle de vitesse initiale, c'est laquelle? C'est celle-ci. C'est celle-ci. En fait, ce serait une sorte de vitesse moyenne, d'accord? Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, c'est pour ça que vous vous permettez de faire V fois S avec V qui est une vitesse moyenne et ça vous donne le débit, quoi. En fait, la vitesse moyenne, du coup, par définition, en fait, on l'obtiendrait par une mesure du débit divisée par la surface. Mais il faut bien comprendre que la vitesse varie de haut en bas dans cette conduite. Bon, ceci étant dit, par rapport à ta Et du question. coup, j'ai juste une question. Ouais. Du coup, si on était dans ce tuyau-là et qu'on diminuait son rayon, son diamètre, du Mhm. coup, la pression, elle réaugmenterait, non? Parce que là, elle diminue, mais Alors, pardon, tu diminues son diamètre ou tu l'augmentes? si on diminue le diamètre. Alors, regarde, si tu diminues son diamètre et son rayon, la résistance fluide va augmenter. On est d'accord? Oui. Donc, si tu veux avoir le même débit, tu devras augmenter ta différence de pression. Ah ouais, ok. Ok. Et pour répondre à la deuxième question, en gros, si tu veux calculer la puissance, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que tu dois faire, tu sais, la puissance, c'est F fois V. Donc, tu dois prendre un petit carré ici et faire F fois V. Tu dois prendre un petit carré ici et faire F fois V. Et en fait, tu dois faire la somme de tous les petits carrés qui ont des vitesses qui sont différentes, tu vois. Alors que la force, par contre, c'est PS, ça, c'est la même partout. Donc, en fait, c'est un calcul assez compliqué. C'est pour ça qu'on vous le donne ici. Par la formule dans le formulaire. Ouais, voilà. Ok. C'est une formule, la puissance qui vaut RQ2, ça vous permet de calculer rapidement, quoi. Enfin, disons, vous n'avez pas à faire une intégrale, quoi. Ok. Voilà. Et juste, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que le fait que la vitesse soit pas la même partout, voilà, c'est quand même quelque chose de notable pour les fluides visqueux. Donc là, on vous dit, voilà, perte de charge. Donc là, c'était la perte de charge pour 50 cm. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à celle-ci ou vous voulez qu'on passe à la méca? Sur les fluides, c'est tout bon? Plus de questions sur les fluides? Non, c'est bon, merci. Ok, ça marche. Bon, on a une demi-heure sur la méca. On va commencer d'abord par les exos plus classiques, on va dire, hein, qui ressemblent à ceux d'examen. Puis ensuite, on passera aux exos d'approfondissement. Une question sur l'exercice 1 ou pas? Non? Ouais, moi, j'avais pas très bien compris.
Alors, et il y avait une deuxième question, je ne sais pas si ça rejoint celle de Zoé, non? Quelqu'un qui voulait poser. Moi, c'est juste l'AD que j'ai pas très bien compris. Ouais, ok. Et toi, Zoé, c'était quoi plus particulièrement? En fait, moi, je l'avais pas vu avec la correction, mais je sais que quand j'avais fait cet exercice, j'avais fait faux. Ouais. Ok. Bon, alors ça, c'était un exercice sur la conservation de l'énergie mécanique. Donc, si on écrit l'énergie mécanique ici, vu que vous êtes à 0 mètre, donc l'énergie mécanique, de toute façon, ça c'est toujours vrai, c'est un demi de mv carré plus, pardon, par roue. On n'est plus dans les fluides, mgh. mgh, voilà. Mais juste l'énergie mécanique, moi, j'ai pas trop compris à quoi ça correspondait. Ok. Alors, l'énergie, en fait, si tu veux, l'énergie mécanique, c'est un concept qui est assez utile parce que normalement, en gros, tu sais que ton énergie cinétique, elle varie, elle peut diminuer ou augmenter, mais ta variation d'énergie cinétique, c'est le travail des forces. D'accord? La somme du travail des forces. OK? C'est comme ça que l'énergie cinétique varie. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on a remarqué que le travail des forces, on pouvait le décomposer entre travail des forces, on appelle conservatives, par exemple le travail du poids, et le travail des frottements. D'accord? Et en fait, du coup, si je fais passer ça de l'autre côté, j'ai delta EC moins le travail du poids qui vaut travail des forces de frottement. Et ça, en fait, on a une formule toute faite pour calculer l'opposé du travail du poids, c'est mgh. D'accord? Du coup, on arrive à l'équation qui dit que delta EC plus mgh, donc, qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal au travail des forces de frottement. Et du coup, s'il n'y a pas de frottement, ça vaut 0. D'accord? Donc ça, par définition, mgh, je l'appelle énergie potentielle de pesanteur. Du coup, ça veut dire que EC plus EP est conservé. Hein, comme avec Bernoulli, c'est constant tout le long du déplacement. Donc en fait, l'énergie potentielle, il faut le comprendre comme un subterfuge qu'on a utilisé avec une formule toute faite qui nous permet en gros, de ne pas travailler tout le temps le travail du poids avec des vecteurs. On a juste une formule avec des chiffres, mgh. Et cette quantité, EC plus EP, est conservée le long du mouvement en l'absence de frottement. C'est clair? Ok, et du coup, l'énergie mécanique, elle est où là? Ah, pardon. Et l'énergie, en fait, du coup, l'énergie mécanique, par définition, c'est ce qu'on appelle cette quantité EC plus EP. On l'a appelée EM, voilà, tout simplement. Ok, ok, merci. Voilà, donc là, en fait, il suffisait d'écrire ça. Alors, du coup, vous pouvez écrire, vu que c'est la même tout le temps, vous pouvez écrire que l'énergie mécanique en A, c'est égal à l'énergie mécanique en B. Vous pouvez écrire que c'est aussi égal à l'énergie mécanique en C, mais vous pouvez aussi écrire directement que l'énergie mécanique en A, c'est égal à l'énergie mécanique en C. En fait, l'énergie mécanique ne dépend pas du chemin suivi. Vous pouvez faire comme ça. Ça changera pas. L'énergie mécanique, c'est toujours la même. Et Donc, la l'énergie vitesse, mécanique, elle est toujours la même. elle sera la même. Ouais, en fait, ce sera la même. Donc, c'est-à-dire que si tu prends la route rouge ou la route bleue, tu auras la même vitesse finale ici, tu vois. Ok, Elle est conservée tout le long du mouvement. S'il n'y a ok, pas de merci. frottement, toujours, s'il n'y a pas de frottement, s'il y a des frottements, c'est pas la même. Ok, Donc, si on veut calculer la vitesse au point B, on utilise la conservation de l'énergie mécanique. Du coup, on écrit que 1 demi de mv carré plus, alors mgh, ça vaut 0 ici, donc vb, c'est égal à 1 demi de m vb au carré plus mgh, avec h qui vaut 5. mghb, ok. Donc, la vitesse en B, c'est égal à
la vitesse en A moins mg/hb fois 2 sur m. Ah non, ça va pas marcher comme ça. Ouais. Fois 2. Voilà. Et là, il y a une racine qui vient normalement. Voilà, donc en fait, tu retournes cette équation, tu isoles VB, et puis ça te donne... Ou alors, ouais, je pense que c'était peut-être le plus simple. Ouais. Voilà, donc si tu faisais cette équation, Zoé, normalement, ça te donnait VB. OK? Ok, merci. Maintenant, pour avoir la vitesse... Ouais, autre question? Ouais, quand on dit qu'on néglige les frottements, c'est les frottements de l'air, du coup. Alors, n'importe quel type de frottement. Tu négliges les frottements de l'air, tu négliges les frottements de la route. Mais s'il n'y a pas de frottement, ça avance pas, non? De la route. Oui, c'est ça. Donc, ce serait plutôt ceux de l'air. Ouais. Effectivement, pour que la roue se mette à tourner, il faut que tu aies une force de frottement. D'accord, ok. Enfin, disons on néglige les frottements de l'air et on dit qu'il y a des frottements sur la route, mais qu'il n'y a pas de glissement. Parce que pour que ça roule, il faut qu'il y ait des frottements. Et tant qu'il n'y a pas de glissement, vu que la puissance, c'est F fois V, tant qu'il n'y a pas de glissement, c'est-à-dire que tant que la vitesse du point de contact est nulle, tu n'auras pas de puissance de la force de frottement, c'est-à-dire que le travail sera nul. Alors que si tu te mets à glisser, et qu'il y a des frottements, c'est là qu'il y aura une perte d'énergie. Ouais, bien, bonne remarque. Aussi, du coup, j'imagine qu'on peut négliger la masse, non? Alors, c'est pas qu'on la néglige, c'est qu'elle se simplifie. Oui, on peut la simplifier, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, Mm. Ouais, elle se simplifie. Ouais. Ouais, tu vois, là, je l'ai pas mis dans ça. ouais, ok. Voilà. Et juste une petite remarque. On n'a pas besoin de passer par le point B hein, pour quand on veut calculer la vitesse en C. On n'a pas besoin de passer par le point B. C'est-à-dire qu'on peut très bien écrire l'équation entre A et C, c'est-à-dire qu'un demi de M VA au carré égale un demi de M VC au carré plus MGH C. Voilà. Et du coup, en fait, on pouvait tout à fait reprendre cette formule et écrire que VC, c'était racine de VA au carré moins G fois HC fois 2. Et du coup, là, on avait 3 au lieu de 5. Là. Vous voyez, on reprend la même équation tout simplement. Quoi. On ne s'embête pas. C'est pour ça que l'AD, elle est vraie, du coup, c'est ça? Absolument. C'est parce que tu peux écrire l'équation entre A et C indépendamment. Tu vois que vu que c'est conservé le long du mouvement et que tu peux l'écrire entre A et C, peu importe ce qui se passe entre les deux, peu importe à quelle hauteur tu finis, même d'ailleurs si tu fais comme ça, enfin peu importe, ça sera toujours ça ne dépend pas du chemin suivi. Hein. Ok. Ok. Bah, alors après, sous réserve que tu puisses quand même l'atteindre, parce que c'est sûr que si jamais tu as une hauteur HB qui fait que l'énergie mécanique, l'énergie potentielle pour franchir cette hauteur est plus grande que l'énergie cinétique initiale, tu n'arriveras pas à en C. C'est pour ça qu'ils font la petite précision entre parenthèses. Ok. Okay. C'est bon pour cet exo? Je regarde juste si on a des exos qui sont un peu plus intéressants que d'autres. Ouais, on va peut-être passer au... Ouais, ça, bon, celui-là, c'est le même. Ça, c'est le même. Franchement, le balle de tennis, là, c'est la même chose, sauf que ça se passe en une dimension au lieu de deux dimensions. Je regarde juste, je garde un œil sur l'heure. Parce qu'à 15 heures, on doit faire un débriefing avec le prof. Donc, je serai obligé de finir à 15 heures exact. Ok, celui-là, il était pas mal, je trouve. Il faisait bien réfléchir sur ce qu'on appelle puissance instantanée, moyenne, etc. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? En général, il y en a sur cet exo. Ouais, moi, j'avais pas très bien compris non plus celui-là. Ok. Ouais, on peut le faire. Ouais, étape par étape, alors. Ok.
Donc là, vous avez deux personnes qui sont sur un bench press, là, je crois qu'on appelle ça comme ça. Euh, Ils ont les bras de la même longueur. Donc, c'est-à-dire que on parle d'une hauteur ici qui fait 60 cm. Ouais, c'est ça. Donc la longueur, c'est la même. Par contre, ce qui va changer, c'est la masse. Soit on a 30 kg, soit on a 50 kg. Et puis, le temps qu'on va mettre, hein. Soit on met 2 secondes, soit on met 4 secondes. Voilà. Antoinette, elle met 30 kilos, mais elle fait ça en 2 secondes. Et puis, Bobby, il fait 50 kilos, mais il met 4 secondes. Donc, la puissance, la définition, c'est F scalaire V. Donc là, Bobby, il déplace un poids à vitesse constante. Donc, le poids de l'haltère, il est comme ça. Et puis, Bobby, il développe une force comme ça, qui va être exactement égale au poids. Pourquoi? Parce que vous savez que pour qu'un objet se déplace à vitesse constante, il faut que la somme des forces soit nulle. Donc, si vous voulez déplacer un objet à vitesse constante, il faut que vous lui appliquiez une force qui soit exactement égale au poids. Ouais. Donc, une question? Non. Donc, en gros, finalement, que vous preniez. Alors, F, ça va dans le même sens que V. Donc, F fois V, ça va juste être la norme de F fois la norme de V. Et la norme de F, on a dit que c'était égal à la norme du poids fois V. Donc, en fait, ça va être tout simplement égal à mg fois V. Donc, alors G, c'est le même dans les deux cas. Par contre, le produit MV va différer dans les deux cas. Donc, là, P1, ça va être G fois M1V1, alors que la puissance du deuxième lifter, ça va être G fois M2V2. Donc, ce qui compte, ce qui va faire la différence, c'est le produit MV. Alors là, je fais voilà, MV, du moment qu'on a les mêmes unités, on va pouvoir comparer. Pour Antoinette, ça va être 30 fois 2. Pardon. Ah oui, non, M fois V. M fois V, et puis V, c'est D sur T. Hein. Donc, si je simplifie, ça va être G M1 fois D sur T1. Et pour l'autre, ça va être G fois M2D sur T2. Mais D étant le même dans les deux cas, ce qui compte, c'est le rapport M sur T, quoi. Donc pour Antoinette, le rapport M sur T, il vaut 30 sur 2, c'est-à-dire 15. Alors que pour Bob, il faut 50 sur 4, ce qui vaut 12,5. Donc vous voyez que Antoinette, elle sera plus puissante. En fait, Antoinette, elle va 2 fois plus rapidement. Et puis, elle soulève plus que la moitié de 50. C'est pour ça qu'elle est plus puissante. Si tu avais Antoinette qui va 2 fois plus rapidement, c'est-à-dire qui soulève en 2 secondes au lieu de 4, mais qu'elle soulevait 2 fois moins, c'est-à-dire 25 kilos au lieu de 50, elle aurait exactement la même puissance que Bobby. Mais là, elle soulève 30, du coup, elle est plus puissante. OK? Bon, moi, je préfère raisonner comme ça plutôt que de calculer, multiplier par G, par D. Si vous voulez, ça dans tous les cas, G et D, c'est les mêmes dans les deux cas. Donc, voilà pour le A. Donc, si pour Bobby, la vitesse au début est lente et la poussée de fin est plus rapide, la puissance instantanée au début est plus petite qu'à la fin. Bah, c'est logique. La puissance, on a dit que c'était F fois V. Donc, si la vitesse est plus petite au début, c'est sûr que la puissance sera plus petite. OK? J'ai une question pour ce que vous avez écrit avant. Ouais. Pourquoi c'est pas négatif, vu qu'il me semble que Hmm. il y a un cosinus de 180, quelque chose comme Ouais. ça. Alors, regarde, là, ce que j'ai fait F fois V produit scalaire. D'accord? La vitesse, le vecteur vitesse, il va comme ça aussi. Hein. Ouais. Donc, F fois V, ça va être la norme de F Ah, ok, ouais. fois la norme de V fois le cos de 0 qui vaut 1.
Après, à partir de là, je raisonne que avec des normes. Je me suis affranchi des vecteurs déjà. OK? Ouais. Et après, vu que la norme de f, c'est la norme de p, voilà. Donc pour ça qu'il n'y a pas de 180. Voilà. Si la durée totale reste 4 secondes, la puissance moyenne fournie par Bobby reste la même. La puissance, je ne comprends pas trop le sens de la question là. Ouais, donc la même que si jamais. Ah oui, sous-entendu la même que si il allait à vitesse constante. Ouais, c'est juste ça. Parce que si on fait en fait, la puissance moyenne, ça va être. Si vous faites une puissance moyenne, en fait, vous n'utilisez pas F fois V, vous faites plutôt la formule variation d'énergie sur variation de temps. Il y a deux formules qu'il faut savoir pour la puissance. Pour une moyenne, vous faites la variation d'énergie sur la variation de temps. Et ça, c'est égal à MGH sur le temps. Et en fait, vous retombez sur l'expression qu'on avait trouvée ici. Donc, c'est la même, ça revient au même que si jamais c'est la même puissance moyenne, quelle que soit votre vitesse, quoi. Bobby a utilisé plus d'énergie qu'Antoinette. Ça, c'est vrai. En fait, l'énergie, elle dépend. Enfin, ça dépend juste de MGH. Ça dépend pas du temps que vous avez mis pour le faire, contrairement à la puissance. Donc, l'énergie, ça va tout simplement être MGH. Vu que G et H sont les mêmes dans les deux cas, c'est juste M qui va dicter si on fait plus ou moins d'énergie. Et vu que Bobby soulève une plus grande masse, il dépense plus d'énergie. Et puis là, bon là, c'est juste qu'il faut bien inventer des propositions fausses et parfois on ne sait pas trop quoi inventer. Donc là, on a mis le travail et l'énergie ont la même unité et ainsi sont deux concepts interchangeables. Alors là, franchement, si vous avez mis juste, moi je vous en veux pas trop parce que c'est vrai que c'est des mêmes unités, ça intervient dans les mêmes équations. Donc, on a même d'ailleurs parfois si vous voyez, l'équation fondamentale qui dit que la variation d'énergie cinétique, c'est le travail de toutes les forces. Voilà, il y a égalité. Donc l'énergie, parfois, est égale à un travail. Enfin, sauf que, si vous voulez, là, c'est un delta EC. Donc, le travail, c'est une variation d'énergie. Si je suis à un instant T, je peux calculer l'énergie cinétique 1/2 de mv carré d'un mobile à un instant T. Par contre, si je suis à un instant T, vous prenez une photo, hein, vous avez cette énergie cinétique, mais vous ne pouvez pas calculer le travail. Le travail, il est forcément entre deux instants. Donc le travail, c'est sur une distance, entre deux instants, vous prenez deux photos, votre mobile il s'est déplacé. Et votre travail, ça sera le delta d'énergie cinétique. Donc c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne peut pas complètement interchanger les deux, mais voilà, je suis d'accord, il y a des équations qui lient les deux, et il y a même égalité entre le travail et la variation d'énergie cinétique. Donc là, cette équation, je vous rappelle, enfin, je l'ai mis là, mais attention, là, je considère le travail de toutes les forces, hein. Si on prend que les forces non conservatives, c'est delta EC plus EP qui vaut le travail des forces non conservatives. OK ? Voilà pour cet exo. Bon, et puis celui-là, il nous reste combien de temps ? Ouais, il nous reste 10 minutes. Bon, si les exos d'approfondissement, vous pouvez, comment dire, si vous avez le temps, vous pouvez lire la correction, mais là, je doute qu'en 10 minutes, on ait le temps de faire celui-là et tous les exos d'approfondissement. Donc peut-être que vous préférez faire quoi ? Est-ce que vous avez des questions sur cet exo ? Est-ce que vous avez des questions sur l'approfondissement ? Moi, j'avais juste une question sur la loi de Poiseuille. Poiseuille, ouais. C'était que dans l'exercice 7, 7 ou 8 ? 7, je crois. Oui, 7, le truc sur le réservoir. Ah, là, il n'y a pas de Poiseuille, mais ouais. Ah bon, il y avait ça? Non, Bernoulli alors. Alors, c'était la 8. C'était la 8. Ouais, c'est les 8 Poiseuille.
Ok. Euh, du coup, il y a une chute de pression, c'est ça? Mhm. Et sauf que, comme on utilise la loi de Poiseuille, avec la formule R fluide égale delta P sur Q, si jamais il y a une chute de pression, alors du coup, le débit, il change, non? Ouais. Alors, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut voir le contexte du problème. Je suis d'accord que si jamais tu imagines d'un coup, il y a une chute de pression à la station centrale de Genève, tu vas avoir aussi une chute de débit dans ton robinet. C'est sûr, ça. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est constant? Je veux dire, euh, soit tu veux assurer un débit constant, et à ce moment-là, tu vas devoir, enfin, si tu veux assurer un débit constant, tu dois assurer cette différence de pression. Qu'est-ce qui était contradictoire par rapport à ça? Je vois pas très bien. C'est juste dans la formule, l'avant-dernière formule, je crois, dans l'image. Ouais. Ah non, Mhm. avant-avant-dernière. Il y a Ouais, marqué ouais, R fluide égale à voilà, delta P sur Q. Donc, si on ouais, change, on fait Q égale delta P sur R fluide, elle ne change pas. Du coup, logiquement, si P diminue, ouais, et bah, Q diminue. ouais, absolument. Et du coup, la question D, c'était le débit est le même à la fin qu'à la sortie. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que du coup, le débit, si il diminue, il est quand même le même. Ah, non, 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 attention. Non, le débit en entrée et en sortie est le même. Ça, c'est pour un fluide incompressible. Quand on dit si delta P, attention, c'est P, là, tu me dis si delta P diminue. C'est-à-dire qu'imagine que là, imagine que je veux avoir un certain débit Q. Et pour avoir ce débit Q, j'applique ici 2 bars et ici 1 bar. OK? Maintenant, imagine qu'il y a une chute. Donc, delta P, il vaut combien ici? Euh, Bah alors là, c'était 1 PA, 1 Pascal. Bah, là, si je mets 2 ici, et alors attends, c'est pour reprendre les trucs de l'énoncé. Ah bah oui, bah du coup, bon, on va raisonner en dehors du, de l'exercice. Regarde, imagine que je mets 2 bars en entrée et 1 bar en sortie. Le delta P, il vaut 1 bar. D'accord? Ok, oui. Maintenant, si tu as une baisse de pression, si maintenant, à la place d'avoir 2 bars, tu as 1 bar, allez non, 1,5 bar. Si tu as 1,5 bar, ton delta P, il vaut quoi? Bah du coup, il vaut 0,5. Voilà. Du coup, ton débit, je suis d'accord, qu'il va diminuer, hein, il va être divisé par 2 d'ailleurs. OK? Ok. Donc, c'est ton delta P qui compte. Et toi, tu disais, je ne comprends pas parce que quoi? Ok, je pense que j'ai juste raisonné avec. Oui, voilà. Donc en fait, on parle de deux situations. En fait, on parle de deux situations différentes. Et pour ces deux situations, tu fais le delta P. On parle pas quand on. En fait, c'est pas genre. C'est pas genre le P ici. En fait, je crois que toi, t'as compris ça comme R égale P sur Q. Tu as fait ça, toi. Ouais. Et du coup, toi, tu as cru qu'il fallait appliquer R égale P sur Q ici et ici. Et toi, tu t'es dit, vu que P diminue, Q diminue entre là et là. OK? C'est Oui. pas ça. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas comme ça qu'il faut appliquer cette formule. Heureusement que tu m'as posé la question d'ailleurs. Euh, la façon dans laquelle il faut appliquer cette formule, c'est R égale delta P sur Q. Donc, tu vois, tu n'as pas le droit de prendre une pression. Tu dois prendre à chaque fois la différence de pression entre l'amont et l'aval. R égale delta P sur Q. D'accord? Et Le- imagine, ouais, En gros, c'est le débit moyen. c'est le débit. En fait, si tu veux, le débit, de toute façon, vu que le fil est incompressible, de toute façon, c'est pas possible que le débit soit différent en entrée et en sortie. Ça, c'est pas possible, hein. Donc ça, tu sais que c'est toujours le même. Ce que tu calcules, c'est une variation du débit, pas entre l'entrée et la sortie. Ça, on a dit que c'était pas possible. Ce qu'on calcule, c'est une variation du débit entre un scénario 1 et un scénario 2, hein, mais pour la même conduite. D'accord? Le débit, lui, c'est toujours le même. Quel que soit l'endroit de la conduite, ce sera le même comment dire,
à tout emplacement, ça sera le même à cause de l'incompressibilité du fluide. Par contre, dans un scénario 1, où la station de Genève envoie 10 bars en entrée, et un scénario 2, où la station de Genève est en panne et envoie juste 2 bars, c'est sûr qu'entre ces deux scénarios-là, le débit sera différent. D'accord? Ok, ouais, mais du coup, là, dans la C, il y a marqué la perte de charge est delta P égale 1 pascal. Ouais. Du coup, là, c'est dans le même scénario. Ouais, donc c'est ça. Donc on fait delta P égale R fois Q. Et puis tu trouveras le débit. Tu trouveras le débit qui est le même partout dans cette conduite. Ah, ok, Delta P. ok, d'accord. En fait, si tu veux, c'est ce qu'on disait au début. La résistance fluide, c'est une propriété intrinsèque qui dépend de la géométrie de la conduite et de la viscosité. Et après, ça, une fois que tu as calculé ta résistance fluide, pour une variation de pression donnée, tu auras un débit donné. Mais ce débit est le même partout dans la conduite. Ok, d'accord. Ok, alors je dois y aller. Ah, ok, pas de souci. Voilà, donc ça c'était une question du chat, ça c'est bon. Ok, on a encore 4 minutes. Je propose qu'on fasse des questions, enfin je réponde à vos questions plutôt parce que là on n'aura pas le temps de faire un exo complet. En théorie, oui, mais je préfère répondre à vos questions. Victor, Ouais. est-ce que déjà, enfin, il sera disponible quelque part, ce répétitoire, pour le regarder une seconde fois? Ouais, si vous voulez, je vous enverrai le lien, comme ça vous pourrez voir tout depuis le début. Ouais. Pas de souci. Ça marche. Et du coup, moi, j'avais une petite question. Enfin, alors, j'ai pas eu le temps de finir tous les exos, mais dans le 9, il y avait dans le 9B, plus précisément, pour l'approfondissement, Ouais. il y avait une question. Enfin, en fait, j'aimerais bien que tu m'expliques si tu arrives pour le cosinus. Il me sort un cosinus et moi, j'ai plutôt un sinus, en fait. Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre Ouais. comment ils ont. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé raisonner avec un sinus pour cet exo aussi. Euh, En fait, en gros, si tu veux, là, ton MGH, ça, c'est ton énergie perdue entre là et là, avec ton MGH avec H qui vaut 2,80 m. Mhm. C'est égal à la perte d'énergie cinétique. Ok. Donc, la perte d'énergie cinétique, tu es d'accord que l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv au carré. Ouais. Donc, c'est-à-dire, théorème de Pythagore te dit que tu as le droit de dire que c'est 1 demi de m vx au carré plus 1 demi de m vy au carré. Okay. Et vu que cette composante-là, le Vx est le même, hein, vu que tu n'as pas de variation de vitesse horizontale, la seule chose qui va changer, c'est ton Vy. Ouais. Ouais. Donc, tu as le droit d'écrire que ce que tu as perdu en énergie potentielle, mgh, c'est 1 demi de m fois Vy au carré. Et je suis d'accord avec toi que Vy égale Vi sinus θ au carré. Et ça permettait d'être beaucoup plus rapide par rapport à ce que vous avez dans le corrigé. Dans le corrigé, ils vous ont fait un truc où, en gros, vous aviez 1 demi de m VI au carré moins 1 demi de m VI cos θ au carré. Et en fait, si vous factorisez, après, ça vous fait 1 demi de m VI au carré fois 1 moins cos carré θ. Et il se trouve que ça, c'est quoi? Relation de Ouais, trigo, c'est le sinus. sinus carré de θ. Ah oui, Donc, ok. si tu as raisonné avec le sinus, tu dois faire comme ça. C'est pas faux. Voilà. Je sais pas si c'était peut-être ce que tu comptais faire, peut-être que. Bah, ouais, alors j'ai pas exactement tout fini parce qu'en fait, vu que je n'obtiens pas les mêmes résultats, on va dire, bah, je me suis dit qu'ils avaient raison et que je m'étais trompé. Mais comme Alors, j'arrive vraiment pas à comprendre comment ils sortaient ce cosinus et qu'ils faisaient du schmilblick avec ce cosinus, je me suis dit, bon, bah, un truc qui va ouais. pas. Alors, deux choses par rapport à ces exos d'approfondissement. Encore une fois, c'est plus important de comprendre le raisonnement, je dirais, plutôt que
les valeurs Les numériques. valeurs, ouais. Et surtout que j'ai remarqué que parfois, il y a des petites incohérences. C'est des exos qui sont nouveaux. Hein. Ceux-là, ils n'étaient pas là avant. Et du coup, il y a des petites. Parfois, quand il y a des coquilles, on ne voit pas forcément. Je sais qu'un exemple, à un moment, ils ont pris les mauvais chiffres. Ils ont pris, au lieu de prendre 4,85, ils ont pris 4,95. Enfin, c'était juste une faute de frappe. Il y a des petites Ah erreurs ouais. comme ça. Donc, voilà, vous formalisez pas trop sur les chiffres, je dirais. Ok, ouais. Bon, bah alors ça devrait être bon. Voilà. Puis pareil, à un moment, regardez, on vous dit, dans le 10, on vous dit, il va arrêter la balle. Et du coup, ils disent que l'énergie cinétique vaut 0. Mais tu peux très bien arrêter le mouvement de translation de la balle et qu'elle Mais il continue. tourne encore. Ouais, Il tu y a vois. de l'énergie cinétique, enfin de rotation là. Alors que eux, ils n'ont pas considéré ça, si tu regardes la correction. Ah oui, bah, Ils je ont crois que dit je me quand suis tu planté l'arrêtes. justement à ça. Enfin, du coup, Voilà, donc ça dépend comment tu considères le problème, si tu veux. Je veux dire, c'est ouais. celui qui fait le problème qui décide. Mais bon, si c'est pas clair, hein, tu vois. Ok, ouais. Bah, justement, c'est ça. Avec le français, en fait, du coup, j'essaie de comprendre dans leur français Hmm. qu'est-ce qu'ils sous-entendaient. Ou En même fait, ils disaient, c'est surtout dans les équations que tu vas comprendre ce qu'ils sous-entendent, malheureusement, parce que dans les phrases, ouais. c'est pas toujours clair. Bah non, justement, mais même à un moment, ils disaient, je sais plus comment, ils disaient que pendant la trajectoire, elle acquérait, enfin, ouais, attendez, ce que c'était. Elle acquiert une énergie de rotation et du coup, je me suis dit, mais du coup, c'est l'énergie de départ ou de finale? Vu qu'elle, c'était, Pendant euh, le 10 ou le 9? bah, je crois que ça, c'était dans le 9 par contre. Ouais. C'est pendant la frappe, le ballon acquiert de l'énergie cinétique. Mais du coup, Oui, l'énergie enfin, cinétique. Ouais. est-ce que c'est initial ou c'est final quand on dit elle acquiert pendant la frappe? Tu vois? Bah, en fait, non, c'est juste initial. Elle passe d'une vitesse nulle à une vitesse initiale de VI. Ok. Après, elle va en perdre de l'énergie cinétique. Mais en fait, c'est juste que tu vas lui transmettre une quantité de mouvement. Donc, elle va avoir une vitesse VI. Donc, elle va gagner l'énergie cinétique par rapport au début où elle n'en avait pas, quoi. Ok, oui. Et tu vois, ça aussi, je trouve que c'est pas très bien précisé. Ils te disent que, en fait, elle gagne aussi l'énergie potentielle parce que ton ballon, il passe de 0 à 20. Moi, j'avais pas Ouais, compris. oui. J'avais compris qu'il lançait le ballon et qu'il tirait, tu sais, avec le ballon Ouais, déjà à 20 ouais. cm. Donc, selon ce que tu considères, c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes chiffres. Donc, c'est Ok, pour ça ouais, que je bah, pense ça marche. que vous pouvez dire la correction, mais vous formalisez pas si Ouais, et c'est puis différent de ce que vous avez trouvé. dans le 10, ils Ouais, reprennent, mais ils remettent plus ces 20 cm. Du coup, faut pas. ouais, ouais, c'est pas le même problème, du coup, ouais, mais ouais. Ok. Bon, on va devoir s'arrêter ici puisque c'est l'heure. Encore une fois, je peux vous transmettre le lien si vous voulez revoir les explications que j'ai données dans ce répétitoire. Et Ouais, puis, je veux bien. le prochain répétitoire, c'est dans 2 semaines alors. Ça marche. Allez, bon, bah, bonne continuation et à bientôt alors. Parfait, Merci beaucoup. merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.